Nicolas, après je pourrais passer sur cet ordinateur, je débranche le câble et puis je le branche là. D'accord. Je fais ça. Je vous remercie, bonjour à tous. Je vous remercie vivement de vous voir aussi nombreux. L'amphithéâtre n'est pas plein, mais effectivement, il est déjà, comme il y a un public assez conséquent, et j'espère qu'avec ce public, nous pourrons avoir des discussions assez riches, parce que vous le verrez, les conférences qui vont être données ici, qui restituent un travail de recherche que je vais présenter maintenant, donne des solutions, mais ouvre aussi beaucoup de pistes de réflexion, ce qui fait que le travail n'est pas du tout achevé. Dans ce premier temps du colloque, je vais en rappeler l'objet, je vais en rappeler le but, pour présenter tout le travail de recherche qui a été mené par une équipe de 23 personnes depuis plus de 2 ans et demi, et qui a abouti à donc l'édition de ce rapport ici, qui a été mené donc sous ma direction et sous celle de ma collègue Pascal Demier, qui est professeur à Lyon 3. Je vous présenterai également un autre aspect de ce travail, la base de données que nous avons constituée dans le cadre de cette recherche et qui permet de donner une connaissance de tout le matériau sur lequel nous nous sommes basés pour travailler. Alors ce travail, qui a été mené donc depuis 2 ans et demi, est issu d'un appel à projet de la mission de recherche Droit et Justice, donc qui a financé ce travail pendant 2 ans. Appel à projet qui a été diffusé à la fin de l'année 2013 et que mon équipe a remporté. Les objectifs du projet, ils étaient nombreux, évidemment. Je vais essayer de les résumer en 3 points essentiels. Le premier point de ce travail était de dresser un bilan du droit coutumier, entendu ici essentiellement, mais je reviendrai plus tard sur cette définition, entendu ici comme étant l'étude des décisions de justice donc rendues par les juridictions en formation coutumière qui existent en Nouvelle-Calédonie depuis. Elles ont été mises en place à partir du début des années 90, à partir de 1989 pour l'essentiel. Donc il fallait faire ce bilan, qui avait déjà été un petit peu fait, notamment via les travaux de Régis Lafargue, mais qui méritait d'être développé et qui ici repose sur un matériau beaucoup plus important. Et cela forme ici la première partie du rapport. Connaître ce droit coutumier permettait ensuite de s'interroger sur la manière dont il pouvait, et dont plus largement la coutume pouvait, s'insérer dans le corpus normatif contemporain de la Nouvelle-Calédonie. Chacun sait que la Nouvelle-Calédonie, ici, dispose d'une compétence normative très importante qui s'est étoffée, évidemment, à partir du 1er juillet 2013 avec le droit civil et le droit commercial. Et donc aujourd'hui, le Congrès se retrouve à devoir édicter des normes de plus en plus complexes. Et donc se pose la question de cette coexistence des normes qui peuvent exister, qui s'appliquent en Nouvelle-Calédonie. Nous laisserons de côté ici le droit étatique, tel que le droit pénal pour l'instant, pour ne parler que de cette compétence locale, du droit écrit, donc droit civil, droit commercial, droit du travail, droit fiscal, et à côté de la coutume. Et donc le travail a consisté dans un deuxième temps, connaissance droit coutumier, à travailler sur cette coexistence entre ces 2 normes, coutume et droit écrit, pour voir comment ces 2 normes pouvaient se rencontrer, pour voir si elles vivaient de façon complètement étanche et hermétique l'une de l'autre, ou si au contraire on pouvait trouver des outils d'interpénétration ou de coexistence. Ici, c'est la deuxième partie du rapport qui a été édité. Et donc enfin, le troisième objectif a été de créer une base de données afin de rendre accessible tout ce droit coutumier qui se construit, qui était jusqu'à présent assez peu accessible ici. Enfin, il était difficile en tout cas de trouver cette jurisprudence rendue. La méthodologie de la recherche. Donc nous avons formé une équipe pluridisciplinaire, certes, mais quand même essentiellement marquée par le droit privé. C'était un parti pris parce il nous a semblé qu'il y avait tout ce travail de bilan du droit coutumier qui n'avait pas encore été assez fait vu sous le prisme du droit privé. Donc c'est un parti que nous avons pris, mais évidemment il y a également des juristes publicistes, il y a un économiste, des anthropologues et sociologues, parce qu'il fallait bien mesurer
cette coutume judiciaire qui se construisait par rapport à la coutume vivante qui se vit au quotidien, anthropologues et aussi évidemment des praticiens. L'idée a été d'allier la compétence d'universitaire, compétence théorique, mais aussi la compétence de praticiens qui vivaient au quotidien ici. Et à ce titre, plusieurs magistrats en charge des juridictions en formation coutumière ont participé au projet, ainsi que le chef de la réglementation des affaires coutumières auprès de la DGRAC. J'espère que je n'oublie personne. Le matériau d'étude est basé, vous l'avez compris, essentiellement sur la jurisprudence, dont il a fallu donc constituer un corpus. Un axe de réflexion a été pris d'essayer de regarder les deux droits un petit peu en parallèle. Dire, pour comprendre le droit coutumier qui se construisait, nous avons aussi regardé la manière dont réglait les situations le droit écrit, dont le droit écrit réglait les situations. Le but n'était pas forcément de faire une comparaison pour hiérarchiser, comme souvent c'est le cas. Le but, c'était de comprendre comment la coutume pouvait aborder des solutions nouvelles dans l'idée que on pouvait trouver certains points communs ou au contraire des différences entre ces façons d'aborder les questions, à la fois par le droit écrit, mais également par le droit coutumier. Au début de la recherche, et ça nous a guidés tout au long, je crois, il y a des prudences méthodologiques que nous avons évidemment adoptées. Prudence par rapport aux matériaux étudiés et prudence par rapport à qui regardait ce matériau. Les décisions ont été analysées par des juristes et non par des anthropologues, même si, comme je l'ai dit, il y avait des anthropologues et sociologues dans l'équipe ici. L'étude, donc, ne prétend pas observer la coutume kanak, mais le droit coutumier kanak, entendu comme la coutume telle qu'elle est appliquée par les décisions de justice rendues par les formations coutumières. Et encore pas toutes, uniquement les décisions que nous avons pu récolter et qui sont recensées dans la base. J'y reviendrai plus tard, ici. Dès lors, les principes qui se dégagent de cette jurisprudence, qui sont rappelés grâce au savoir des assesseurs coutumiers et aux connaissances propres du magistrat professionnel, sont évidemment très riches, mais ne sont que ce que pensent les assesseurs avec le juge de ce qu'est la coutume, ici. Il y a donc, et on y reviendra assez souvent, une différence qu'il faut bien avoir à l'esprit entre la coutume, ce qu'elle est exactement, et le droit coutumier qui, lui, est issu d'une interprétation de la coutume vue par le prisme judiciaire. Ce droit coutumier aussi, deuxième limite méthodologique, le droit coutumier que nous avons adopté est donc issu de décisions rendues par la justice. On est donc sous le prisme du contentieux, ici. Il y a toujours également, mais ça c'est pas propre à la coutume, c'est toujours propre au droit en général, il y a toujours une petite différence entre le droit tel qu'il est issu des textes, des codes, et le droit tel qu'il ressort interprété via la justice, le droit qui sort du prétoire. Il y a toujours un écart ici, et donc le droit coutumier tel qu'il est issu de la juridiction, tel qu'il est issu de la jurisprudence, n'est pas toujours exactement le reflet de la source qu'il a amené ici. Il y a encore également, comme c'est toujours une limite, une part de subjectivité dans l'observation. Ces décisions de justice ont été observées par des enseignants-chercheurs qui ont essayé de le faire de la façon la plus objective possible, mais évidemment, il y a toujours une part insoluble de subjectivité. Il y a aussi un aspect assez particulier à la recherche, comme je l'ai dit, des magistrats en charge des juridictions en formation coutumière ont participé à la recherche, donc je pense notamment à Daniel Rodriguez, également à Éric Durafour et évidemment au regretté Régis Lafargue, et donc des personnes qui étaient à la fois acteurs et observateurs de leur propre jurisprudence. Donc c'est un biais méthodologique qu'il a fallu également dire et assumer. Un autre biais consiste toujours à analyser cette décision de justice. Les décisions de justice rendues en formation coutumière
donc le sont par des juridictions de l'État, mais qui sont dans une configuration que l'on dit coutumière. Il ne s'agit pas de juridiction coutumière en tant que telle. Il n'y a a priori pas grand-chose de coutumier dans une juridiction qui statue en formation coutumière. On le sait, la juridiction qui statue en formation coutumière, c'est une juridiction composée d'un ou plusieurs juges professionnels assistés par des assesseurs coutumiers qui sont censés transmettre au juge la parole coutumière telle qu'elle va s'appliquer dans le litige qui y est soumis. Le juge professionnel, généralement quand il est en poste et qu'il arrive sur ce type de formation, n'a a priori jamais été formé à la coutume. Il est donc amené, dès lors qu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie, il est donc amené à connaître et à appréhender ce droit particulier qui, de surcroît, est oral. D'où cette présence des assesseurs coutumiers qui permet d'instaurer entre ce juge professionnel et le monde coutumier, via les assesseurs, un dialogue qui permet de trouver une solution. Mais donc, ces juridictions n'ont rien de coutumier en tant que tel, au sens propre du terme. Ça a pu soulever parfois quelques inquiétudes, notamment lors d'un atelier juridique organisé par le Sénat coutumier à Paris, je crois que c'était à la fin de l'année 2014, si je me souviens bien. Eh bien, un sénateur s'inquiétait, je cite, de ce droit coutumier, de ce droit kanak qui se construit en dehors de nous, ici. C'est-à-dire ce droit kanak qui se fait sans les autorités coutumières. Il y a une part de vérité, évidemment, dans cette affirmation, puisque les assesseurs coutumiers ne sont pas en soi des coutumiers, ils sont choisis selon d'autres critères, même s'ils sont de ce statut. Néanmoins, dans le processus de désignation des assesseurs, ils proviennent, en tout cas en principe, d'une liste donnée par les aires coutumières. Il y a donc, on le voit, potentiellement il peut y avoir un petit problème de légitimité parfois à considérer que les décisions de justice rendues par la juridiction de formation coutumière reflètent exactement la coutume. Mais en tout cas, ça doit s'en rapprocher ici. Cette juridiction coutumière fonctionne essentiellement sur le dialogue. Ce dialogue entre le juge professionnel et donc les assesseurs coutumiers, et un dialogue également qui peut exister entre les assesseurs coutumiers ensemble, afin de dégager une solution coutumière. Lorsque la question qui est posée au juge est nouvelle, lorsque la question qui est soumise à la juridiction coutumière n'a jamais été véritablement traitée auparavant, là il y a un dialogue nouveau qui s'instaure entre le droit civil et avec la coutume. Donc ça, je le ressens des discussions que j'ai eues avec les magistrats qui s'occupent de cela. Donc quand il y a une question nouvelle, souvent le magistrat, avec la coutume, peut paraître un petit peu désemparé par rapport à cette nouvelle situation. Et bien souvent, le magistrat professionnel est là pour expliquer comment le droit civil résout telle solution. Et donc après s'instaure comme cela un dialogue entre le juge et les assesseurs, afin de voir si cette façon de raisonner du droit civil peut être prise, peut être étudiée par la coutume. Ici, c'est importé, on a donc un dialogue qui permet de créer un véritable droit coutumier, une coutume judiciaire, pas forcément sur le décalque du droit civil. On le verra avec les interventions, notamment de ce matin sur le mariage, sur la filiation, sur les intérêts civils, que ce décalque ne se fait pas de façon automatique. Et on arrive in fine, dans les décisions qui sont prises, certes parfois à des ressemblances entre le droit civil et le droit coutumier, mais toutes les décisions, on le voit, on le lit, on le sent, sont appréhendées sous l'angle coutumier. En ce sens que si une solution civile ne convainc pas, ne peut pas être intégrée, ne correspond pas aux valeurs coutumières, elle sera forcément rejetée. Il y a des exemples de cela en matière familiale et également en matière d'intérêt civil et bien d'autres encore. Donc on voit qu'il y a une connexion entre ces deux droits, le droit étatique et le droit coutumier, mais toujours en respectant une lecture coutumière
du litige. Cette discussion également s'organise entre les assesseurs eux-mêmes. Les assesseurs sont toujours en nombre au moins pair, là, au sein des juridictions. En première instance, le plus souvent, nous aurons un juge professionnel et 2 assesseurs coutumiers, donc on voit déjà qu'ils sont en majorité, en principe, en première instance. Au niveau de la cour d'appel, il y a le plus souvent 3 conseillers de cour d'appel et 2 assesseurs coutumiers. Les assesseurs coutumiers donc, sont en nombre pair et sont censés représenter l'aire des parties. Il y a une pratique qui n'est pas très fréquente, mais qui se constate parfois dans certaines décisions, justement quand on est toujours sur de la question nouvelle. J'insiste sur la question nouvelle parce que c'est là qu'intervient souvent ce pouvoir créateur du droit coutumier. Donc quand il y a une question nouvelle, il arrive parfois que le président de la juridiction, le juge professionnel, convie non pas 2 assesseurs coutumiers, c'est-à-dire un par aire de chacune des parties, mais d'autres assesseurs coutumiers, un peu plus, 4 par exemple, d'autres aires, afin d'instaurer une discussion entre assesseurs coutumiers et donc dans la coutume, ici. Cette pratique est à mon sens, extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'instaurer, donc, aux côtés du dialogue entre le droit étatique, enfin le droit civil en tout cas, et la coutume, un dialogue intercoutumier afin d'essayer de dégager des principes coutumiers communs qui donc dépassent l'ère des parties. Ça rejoint un petit peu à ce niveau-là tout le travail qu'a réalisé le Sénat coutumier avec la charte du peuple kanak, la charte des valeurs kanak, qui a été adoptée en avril 2014, si je ne me trompe pas, et qui a tenté de dégager des valeurs communes à tous les pays. Eh bien, au niveau, on le voit, de la juridiction en formation coutumière, ce travail aussi est fait, de dialogue intercoutumier, ce travail est fait afin de faire en sorte que la solution qui se dégage des décisions soit coutumièrement la plus légitime possible. Je le dis cela parce que j'avais posé quelques réserves méthodologiques au début pour montrer que l'étude que nous faisons n'est pas forcément le reflet exact de la coutume, c'est une réalité, que la juridiction en formation coutumière n'est pas coutumière et donc dans sa composition pouvait poser peut-être un problème de légitimité. Eh bien, on le voit, et en tout cas c'est le travail que l'on a essayé de faire, on le voit, ce travail tend toujours à contrecarrer peut-être ce petit problème de légitimité qu'il peut y avoir au début pour essayer de se rapprocher, en tout cas dans la décision, vers le plus près possible de la coutume. Faire en sorte que ce droit coutumier qui se construit soit le plus légitime possible, en tout cas par rapport à sa source principale qui est la coutume. Je parlais de la charte tout à l'heure. Il est constant aussi de constater que depuis l'adoption de la charte des valeurs coutumières, qui en tant que telle n'a pas de valeur juridique en termes de normes ici, parce qu'elle n'a pas été transposée en délibération adoptée par le Congrès ou en loi du pays ici, et néanmoins on constate que depuis qu'elle a été adoptée, la juridiction en formation coutumière, au travers de ses nombreux arrêts, l'invoque au soutien de la motivation de ces décisions ici. Dans ce discours introductif, j'ai plusieurs fois fait la différence entre la coutume et le droit coutumier. Il faut effectivement bien comprendre cette différence-là. La coutume, donc dans le rapport, nous avons adopté une terminologie juridique qui distingue 3 éléments, qu'on appelle la coutume, le droit coutumier et le droit de la coutume. La coutume, c'est la coutume vivante. C'est la coutume qui appartient au coutumier. C'est le geste que nous avons fait avant de rentrer. Le Sénat coutumier, c'est celle qui est orale. Le Sénat coutumier, dans sa charte d'ailleurs, l'a définit par rapport à l'oralité. Et dans la charte, toujours, le Sénat définit la coutume, je cite, « Ce sont les pratiques coutumières, principes et procédures et modalités dont la vocation est de se perpétuer et d'être reformulée en permanence avec comme point d'ancrage la charte du peuple kanak. » La coutume, c'est des relations personnelles, interpersonnelles, claniques, interclaniques, ce sont des gestes du quotidien qui sont orales et qui dépassent le cadre strict de la coutume telle qu'elle est entendue par la loi.
Le droit de la coutume, on peut le définir comme un ensemble de règles de pouvoir, ce que nous appelons un ensemble de règles de pouvoir et de répartition des normes dites secondaires, ici, qu'on nomme comme cela en théorie générale du droit. Ces normes n'apportent pas de réponse au fond. Il ne s'agit pas de normes substantielles qui nous disent comment, concrètement, matériellement, tel problème doit être réglé. Ce sont des règles qui ont pour fonction de dire dans quel cas la coutume doit s'appliquer, dans quel cas les usages coutumiers doivent s'appliquer et comment ils doivent s'appliquer. À ce titre, relève par exemple l'article 7 de la loi organique qui nous dit que la coutume s'applique en matière de droit civil aux personnes de statut civil coutumier. On le voit ici, il n'y a aucune réponse qui est donnée pour savoir si on peut ou pas, par exemple, se marier ou divorcer. Simplement, ça nous indique la norme que l'on va devoir consulter pour cela. La loi du pays sur les actes coutumiers de 2007 ou la délibération du 3 avril 1967 relève également, en tout cas pour grande partie, de cette catégorie, parce que ça ne donne pas de solution au fond. Le droit coutumier, enfin, c'est un droit qui, lui, apporte une réponse concrète à des solutions. On est donc en présence de normes dites primaires, matérielles. La source principale du droit coutumier réside évidemment dans la coutume, dans les usages, et son expression principale résulte aujourd'hui, même si ce n'est pas définitif, et j'y reviendrai, résulte essentiellement dans cette coutume judiciaire telle que l'a appelée Régis Lafargue, ça veut dire toutes les décisions de justice rendues par les juridictions en formation coutumière. Mais là n'est pas la seule expression du droit coutumier. Et aujourd'hui, de plus en plus de normes, en tout cas pour l'instant à l'état de projet, se construisent et qui peuvent être interprétées comme du droit coutumier. Par exemple, le projet de loi de pays sur les successions coutumières qui, pour certains de ces aspects, mais pas tous, peuvent relever du droit coutumier parce qu'il va apporter quelques solutions concrètes, disant par exemple qu'une personne ne peut pas être déshéritée. C'est une solution matérielle, cela, c'est imposer une règle, ici, par exemple. Alors, les résultats, rapidement, et puis après je vous montrerai le site. Donc, le résultat de cette recherche, donc c'est un rapport de recherche qui comprend 23 contributions rédigées par 23 auteurs, 550 pages, donc il y a de quoi lire. Évidemment, le colloque d'aujourd'hui tente à restituer certains de ces résultats. Toutes les contributions ne seront pas restituées parce que tous les membres de la recherche n'ont pas pu évidemment venir ici, mais ce rapport est d'ores et déjà public et diffusé en ligne et j'espère qu'il pourra être publié d'ici à la fin de l'année. Les contributions rassemblées ici intéresseront un public assez large. Les chercheurs, évidemment, je l'ai dit en préambule, parce que ce rapport apporte une connaissance assez importante ici maintenant de la jurisprudence en matière coutumière, apporte des solutions, mais ouvre également de nombreuses pistes de réflexion. Et donc, il y a encore énormément de questions à creuser. Rien n'est fermé, tout est ouvert. Ce rapport intéressera également les praticiens, magistrats, avocats, notaires, notamment via le bilan qui est fait du droit coutumier, en apportant une synthèse expliquée de manière objective de la jurisprudence rendue depuis, sur certaines questions en tout cas, parfois presque 30 ans. Ici. Le législateur également, autant étatique que calédonien, trouvera aussi des réponses, notamment dans cette construction. Je parle surtout du législateur calédonien, de cette construction des lois de pays relatives au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières par exemple, dans le travail qui est fait actuellement sur les successions coutumières, dans le travail qui est fait aussi sur la réforme de la loi de pays sur les actes coutumiers ou encore sur le projet de loi de pays sur les savoirs traditionnels. Ce sont 3 projets en cours. Eh bien, c'est une manière aussi pour le Congrès, pour les assemblées de province, d'appréhender le phénomène coutumier, de le connaître, pour voir comment, lorsqu'ils adoptent des règles, lorsque ce législateur adopte des règles, voir comment il peut prendre en compte, dans le domaine réservé à la coutume, mais également dans d'autres domaines, c'est une question que l'on va aborder ici, comment prendre en compte cette coutume. Il intéressera enfin les institutions et les autorités coutumières.
Mais justement, pour répondre à cette inquiétude d'un sénateur, de ceux qui s'inquiétaient de ce droit canal qui se construisait sans eux, eh bien, grâce à cette recherche, grâce à la base de données que je vais vous présenter juste après, eh bien, ça permettra aux autorités coutumières de voir justement comment ce droit coutumier se construit et donc de pouvoir y réagir ici, de pouvoir y réagir pour voir si on ne s'écarte point trop de la coutume. Je vais juste changer ici pour vous montrer cette fois la base de données. Donc, je vais vous présenter la base de données que nous avons aussi créée dans le cadre de cette recherche. Cette base a été créée au début pour nous permettre d'échanger, parce qu'il y avait des chercheurs qui étaient ici et puis d'autres en métropole, donc il fallait pouvoir échanger. Mais elle a été créée en fait dans un but ensuite de pouvoir permettre la diffusion du droit coutumier à un public un petit peu plus large et intéressé. Ah, pardon. Je ne voyais pas parce que moi je vois pas mon écran. Il faudrait que je vois mon écran. Ouais, super. Voilà. Bon, le temps que ça apparaisse. Le contenu de cette base qui va bientôt apparaître, c'est plus de 600 décisions de justice. Plus de 600 décisions de justice qui ont été rendues entre 1983 et 2016, ici, qui sont toutes installées sur cette base. Pour constituer ce corpus très important, qui n'est pas complet mais qui est très important, je tenais particulièrement à remercier le Palais de Justice. Le Palais de Justice et ses présidents de juridiction, le premier président M. Drac, le président du TPI M. Marcelin, et également donc, les magistrats en charge des juridictions coutumières, Danette Rodriguez, Pierre Frézet, Éric Durafour et bien entendu Régis Lafargue. Je voulais remercier également la directrice du greffe, Madame Le Guerne, et également mes petites mains qui ont permis de construire ce site, c'est-à-dire de lire et d'anonymiser toutes les décisions de justice, parfois de les prendre en photo, de les scanner, de les réécrire, etc. J'ai eu 2 aides très précieuses, dans la personne de Margot Oflaville, qui est ici présente, qui me fait le plaisir de venir ici, et Bénézer Sokimi, qui est un ancien étudiant et qui est actuellement à Paris en master. Et c'était un très très lourd travail, parce qu'évidemment toutes les décisions qui sont sur ce site sont toutes anonymisées. On y trouve également des textes normatifs, donc notamment toutes les lois de pays relatives au droit coutumier ou au droit de la coutume, avec également les projets. On y trouve également des échanges entre spécialistes. Au cours de la recherche a notamment été organisé un séminaire avec les assesseurs coutumiers, et cette discussion qui a eu lieu sur toute la journée a été complètement enregistrée, et on peut encore podcaster les enregistrements qui ont été séquencés par thématique grâce à tout le travail de Nicolas Holman ici, qui s'occupe également de filmer ce colloque, et que je remercie vivement pour tout cela. D'ailleurs, tout le colloque est filmé, séquencé, et ce colloque, toutes les vidéos et les conférences seront évidemment installées en ligne sur ce site. A été également créé un lexique des termes coutumiers, ici, un lexique des termes coutumiers, donc avec environ une 60aine de mots. Ce lexique, il n'a pas été fait par nous, c'est-à-dire que les définitions qui sont proposées ici ne sont pas des définitions que nous avons créées nous-mêmes à partir d'un corpus. Ce sont des définitions que nous avons souhaité trouver dans les documents, notamment en lisant les décisions de justice. Nous avons vu que parfois il y avait des définitions de notions coutumières qui étaient évidemment un petit peu différentes des notions civiles, et que nous avons voulu mettre un petit peu en exergue. Je vous en montre quelques-unes. Je vais vous en montrer une, par exemple, qui est intéressante. Voilà, vivre du même côté du tas d'igname, ici. Donc c'est une expression que nous avons trouvée dans une décision de justice, et quand on lit, donc on a mis l'extrait. Le but, c'est pas de dire ce que ça veut dire, c'est de mettre l'extrait, et après à chacun de comprendre ce que cela signifie lorsqu'il lit là. Et avec un lien actif qui renvoie sur le document source ici. L'idée, ça a été d'offrir plusieurs entrées au droit coutumier, puisque après l'entrée qui consiste à rechercher parmi ces différentes décisions peut être parfois un petit peu fastidieux. Donc là, il y a une première entrée thématique. Ce site
donc qui comprend, vous le voyez, plusieurs centaines de documents. Tous les documents peuvent être recherchés soit par grande thématique, par une série d'une vingtaine de grandes thématiques ici, mais également par des mots-clés, à peu près 130 mots-clés, mais également faire une recherche en full texte. On peut faire également une recherche par juridiction, par chronologie ici. Donc on a ici construit un véritable moteur de recherche derrière qui permet notamment aux praticiens de pouvoir maintenant trouver assez facilement la jurisprudence qui peut être au soutien ici. J'en ai terminé cette présentation. Je voulais simplement, donc, pour finir sur cette présentation du recherche, et avant de laisser la parole aux premiers intervenants sur le fond, remercier tous les membres de l'équipe de ce recherche qui ont, parfois, contre vents et marées, sont allés jusqu'au bout ici de ce travail. Je sais que c'était difficile. La thématique est difficile parce que travailler sur le droit coutumier, c'est travailler sur un objet qui est souvent différent de celui sur lequel on travaille d'habitude. On n'est pas toujours habitué. Donc merci à eux. Merci également à Pascal Demier qui a co-dirigé avec moi ce travail. Remerciements à la mission de recherche Droit et Justice qui nous a fait confiance en retenant via l'appel à projet ce rapport et qui donc a financé en très très grande partie ce rapport de recherche. Merci également à la province Nord qui dès le début a soutenu financièrement ce projet et également à l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui a également soutenu ici. Et donc je nous souhaite un très bon colloque, évidemment riche en discussions. Merci. Bonjour à tous. Ah bah voilà, forcément. Bonjour. Alors il y a 2 ans et demi, quand j'ai demandé à Pascal Demier si je pouvais participer à ce projet sur la coutume kanak, elle m'avait mise en garde, elle m'avait dit « Ce qui doit vous motiver, c'est l'amour des sources du droit et en aucun cas vous ne pouvez espérer un voyage en Nouvelle-Calédonie, ça n'arrivera pas. » Et je lui avais répondu « Il n'y a aucun problème, de toute façon j'ai une peur panique de l'avion. » Résultat, 2 ans et demi plus tard, me voici. Donc je voudrais remercier pour ça Étienne Cornu qui a eu la gentillesse de m'inviter, Pascal Demier évidemment qui a dirigé l'équipe lyonnaise. Ça m'a permis non seulement d'avoir le plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter mes travaux, mais également de rencontrer la Nouvelle-Calédonie, d'aller un peu plus au contact des Kanaks et de percevoir un peu mieux peut-être ce que peut être la coutume. Donc merci donc à vous deux et merci aussi évidemment à toutes les personnes qui ont matériellement participé à l'organisation de ce colloque, qui l'ont rendu aujourd'hui possible. Alors je me suis intéressée pour ma part au mariage. Donc le mariage tel qu'il est, une fois qu'il est fait, mais pas à sa dissolution, ça a fait l'objet d'une contribution spécifique par un de mes collègues de l'équipe lyonnaise. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment uniquement le mariage en lui-même, une fois qu'il est formé, et forcément, si ça se retrouve devant le juge, le mariage qui a quelques problèmes. Donc c'est ça qui m'a intéressée. J'ai eu pour cela 22 décisions de première instance et d'appel. Alors, est-ce que c'est, par rapport à certains de mes collègues, ça n'était pas beaucoup? Est-ce parce que finalement, quand il y a des problèmes, on va plutôt devant le juge pour divorcer? Je ne sais pas. En tout cas, ces décisions ont été très très riches d'enseignements et je m'en vais donc vous les restituer aujourd'hui. Alors, je vais premièrement vous relater un premier enseignement qui était donc le champ d'application de la coutume kanak. À quel moment est-ce que dans un mariage est soumis à la coutume kanak? Et deuxièmement, nous verrons plus exactement le contenu de cette coutume. Alors, comme l'a précisé Étienne, ça n'est pas la coutume, c'est plutôt le droit coutumier, la coutume telle qu'elle est restituée par les juges, par les juridictions coutumières. Alors, sur le champ d'application, sur les critères d'application de la coutume kanak, quand est-ce qu'on doit appliquer donc la coutume en matière de mariage?
Pas besoin de juridiction dans un premier temps, c'est l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999 qui nous donne le critère. Le critère, c'est donc que toute personne dont le statut personnel est le statut civil coutumier kanak doit se voir appliquer la coutume kanak pour les actes civils. Et ce, même si la coutume est silencieuse, c'est ce que précise la Cour de cassation dans son avis du 16 décembre 2005. Donc il y a donc une compétence générale donnée au statut coutumier. Et il n'y a donc qu'un seul critère, il faut un critère donc personnel, il faut que la personne soit de statut civil coutumier kanak pour que les actes civils soient régis par la coutume kanak. Alors derrière cette apparente simplicité, il y a une petite difficulté pour le mariage. Le mariage, évidemment, c'est l'union de deux personnes. Donc le critère du statut civil coutumier kanak va concerner non pas une ici, mais deux personnes. Ce qui donne lieu à trois situations. Soit les deux époux sont de statut civil de droit commun, soit les deux époux sont de statut civil de droit coutumier kanak, soit les deux époux sont de statut civil différent. Donc dans la première situation, si les deux époux sont de statut civil de droit commun, aucune difficulté, le critère personnel n'est pas rempli. On appliquera donc pour ce mariage le code civil ou éventuellement le code civil calédonien. Si les deux époux sont de statut civil de droit coutumier kanak, à ce moment-là, le critère personnel est tout à fait rempli. On va appliquer la coutume kanak. Donc je vous expliquerai, on détaillera un peu plus le contenu de cette coutume judiciaire dans la deuxième partie. Et donc ça, c'est l'article 40 de la délibération numéro 424 du 3 avril 1967 qui nous le dit. Elle nous dit « Le mariage des citoyens de statut civil particulier est régi par la coutume ». Et enfin, troisième situation, lorsque les deux époux sont de statut civil différent. Alors soit ils sont de statut civil différent parce que l'un est de statut civil coutumier et l'autre est de statut civil de droit commun. À ce moment-là, ce mariage mixte se verra appliquer le droit du Code civil. C'est l'article 42 de la délibération numéro 424 du 3 avril 1967 qui nous le dit. La même chose est dite également dans l'article 9, alinéa 1er de la loi organique du 19 mars 1999. Deuxième situation, si les deux époux, deuxième sous-situation, si les deux époux sont de statut civil différent, parce qu'ils sont tous les deux de statut civil coutumier, mais seulement un seul de ces époux est de statut civil coutumier kanak. À ce moment-là, normalement, c'est le droit commun qui s'applique, le droit du Code civil, sauf clause expresse, où à ce moment-là, les époux auront choisi expressément, volontairement, quelle sera la coutume à appliquer. Donc par principe, la coutume s'applique uniquement si les deux époux sont de statut civil de droit coutumier, soit tous les deux de statut de droit coutumier kanak, soit un seul est de statut kanak, mais on aura choisi par une clause expresse d'appliquer la coutume kanak. Donc je n'ai pas eu de décision sur cette question, sur ce critère d'application. L'explication que j'apporte à cela, c'est que le problème se situe plutôt en amont, c'est-à-dire sur l'identification et la preuve de l'état civil des personnes. Dès lors qu'il est acté, il est prouvé, il est justifié qu'un citoyen est bien de statut coutumier, l'application de la coutume à propos de son mariage ne fait pas de difficulté. Donc si la coutume kanak s'applique au mariage, elle va avoir un impact sur tous les aspects de ce mariage, la célébration, la dissolution, les rapports entre époux, également le statut civil des enfants issus de cette union. Là, j'ai eu quelques décisions à ce sujet. Donc, la décision, alors cette idée que le statut civil des enfants issus d'une union coutumière kanak, ce statut est lui-même le statut de droit kanak, ça a été décidé par la Cour d'appel de Nouméa le 3 septembre 1990, et ça a été réaffirmé suite à une petite résistance des juges de première instance, ça a été réaffirmé par deux arrêts, toujours de la Cour d'appel de Nouméa, du 15 janvier 1992. Donc en théorie, la plupart des décisions que j'ai pu étudier appliquent désormais ceci sans difficulté, à l'exception d'une seule décision, Cour d'appel de Nouméa, 11 mars 2013, qui est la seule décision que j'ai pu étudier
et en vertu de laquelle le statut civil des enfants issus d'une union soumise à la coutume kanak, ce statut civil n'était pas lui-même soumis à la coutume kanak. Alors je n'ai pas pu avoir d'explication, je ne sais pas si suite à cette décision de 2013, cette idée est remise en cause. En tout cas, voilà, c'est la seule décision qui fait exception à cette règle. Donc, voilà pour l'application de la coutume kanak, voilà pour le critère à quel moment est-ce qu'on décide d'appliquer la coutume kanak au mariage. Maintenant, que dit cette coutume, en tout cas, que disent les juridictions coutumières et est-ce ou non compatible avec ce que dit le Code civil? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, toutes les décisions que j'ai pu étudier portaient sur une seule notion, en fait, dans le mariage, c'est sur la contribution aux charges du mariage. Donc, je vais définir cela juste après. Donc, cette comparaison porte donc à la fois sur la définition de la notion, sur l'incidence de la séparation de fait, sur le fond du droit, bien sûr, et éventuellement sur les différents protagonistes qui sont en jeu. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors tout d'abord, pour la définition, qu'est-ce que la contribution aux charges du mariage? Le Code civil nous dit dans son article 214 alinéa 1er qu'il s'agit donc, on parle du rapport entre les époux, pour les juristes, donc c'est ce qu'on appelle la contribution à la dette, et on nous dit que sauf convention contraire, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Donc, comprendre si les époux gagnent la même chose, eh bien, ils doivent participer de la même manière aux charges du mariage, et si l'un a plus de revenus, il devra participer davantage. Quelles sont ces charges concernées? De quoi parle-t-on quand on parle de charges du mariage? Toujours pour le Code civil, il s'agit des dépenses nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, donc les dépenses auxquelles on ne peut pas échapper, mais également les dépenses de loisirs, les dépenses de voyage, éventuellement les dépenses pour acheter une résidence secondaire, donc des dépenses davantage d'agrément. Les décisions que j'ai étudiées relatent une notion assez similaire, notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 12 juin 2013 nous dit qu'il s'agit des charges et dépenses courantes de l'entretien de la maisonnée, notamment le paiement du loyer, et les subsides pour les enfants à charge. Donc, on retrouve cette idée de dépenses nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Par contre, on ne sait pas, je n'ai pas trouvé de décision qui pouvait me permettre de savoir si les dépenses qui sont davantage des dépenses d'agrément font partie de la contribution aux charges du mariage au sens du droit coutumier. Donc ça reste une question en suspens, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu en lire, la définition que retient le droit coutumier est sensiblement la même que celle du Code civil. Donc il y a tout à fait une grande compatibilité entre les deux droits à ce niveau-là. Deuxième point qui posait difficulté, c'est l'incidence de la séparation de fait. Que se passe-t-il si les époux ne résident plus ensemble, ne vivent plus ensemble sous le même toit? Est-ce qu'ils doivent toujours contribuer à ces fameuses charges du mariage? Alors le droit commun est très clair à ce sujet, notamment deux arrêts de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978 et 1er juillet 1980. Ces deux arrêts nous expliquent clairement qu'il n'y a aucune incidence. Si les époux résident séparément, le mariage existe toujours, donc les époux doivent toujours contribuer aux charges de ce mariage qui est toujours d'actualité. Pour la coutume, en tout cas la coutume à nouveau telle qu'elle est relatée par les juridictions coutumières, a priori aucune incidence non plus. On ne dit pas si les époux sont séparés, ça n'empêche pas à l'un de demander la contribution aux charges du mariage à l'autre, sauf dans deux décisions. La première, c'est une décision du tribunal de première instance de Nouméa du 30 août 1999, dans laquelle il est dit: le tribunal, dans son actuelle composition, remarque que, d'un point de vue coutumier, pour contraindre l'époux à soutenir financièrement l'épouse, il faudrait qu'ils résident ensemble, étant rappelé cependant qu'il n'existe pas d'opposition sur le principe de l'aide du mari à sa famille. Donc cette première décision tend à nous faire penser que pour les juges, il faut qu'il y ait cohabitation effective
pour pouvoir statuer sur la contribution aux charges du mariage. D'ailleurs, la solution de cette décision, ça a été de surseoir à statuer dans l'attente d'une concertation interclanique. Donc les juges n'ont pas voulu se prononcer. Deuxième décision, tribunal de première instance de Nouméa, 6 décembre 2010, où on nous dit cette fois-ci « Le mariage coutumier impose la vie commune des époux et la prise en charge des enfants. En conséquence, tant que les époux sont mariés, le tribunal n'a pas vocation à statuer sur une quelconque demande tendant à confier l'enfant à l'un des époux, etc. etc. » Donc, à nouveau, on nous explique que les époux, tant que les époux sont mariés, eh bien, il est difficile de statuer sur une contribution aux charges du mariage. Donc, dans cette situation-là, la solution a été de dire que la demande était irrecevable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu ces deux décisions qui allaient à l'encontre de toutes les autres, ces deux décisions donc, qui disent que s'il n'y a pas cohabitation effective, il n'est pas possible de statuer sur la contribution aux charges du mariage? Eh bien, malheureusement, je n'ai aucune explication satisfaisante à donner aujourd'hui. Peut-être que si quelqu'un l'a dans la salle, je suis tout à fait preneuse. Je me suis interrogée, est-ce que c'était une spécificité d'une ère coutumière, est-ce que c'était, voilà, ou est-ce que c'était, mais bon, ces deux décisions ont pour seul point commun d'émaner du tribunal de première instance de Nouméa, elles ont plus de 10 ans d'écart, elles appartiennent à la même, donc les personnes qui étaient concernées appartiennent à la même ère coutumière, néanmoins j'ai trouvé d'autres décisions qui concernent cette même ère coutumière et qui disent exactement l'inverse, donc voilà, je n'ai pas eu d'explication. Je ne sais pas pourquoi ces deux décisions spécifiquement ont dit qu'il fallait une cohabitation effective des époux pour statuer aux contributions des charges du mariage. Néanmoins, dans toutes les autres décisions, pas d'opposition de principe à ce qu'on statue sur la contribution aux charges du mariage lors d'une séparation de fait des époux. Alors, une fois qu'il est acté qu'on peut demander une contribution aux charges du mariage à l'autre époux, que dit la coutume? Alors, de manière très surprenante, j'ai trouvé quelques décisions où on n'appliquait pas la coutume, en tout cas où il n'y avait aucune mention faite de la coutume, alors que ce sont bien des décisions qui viennent des juridictions coutumières. Les juges appliquent simplement le code civil dans un raisonnement qui est extrêmement classique pour la juriste métropolitaine que je suis. On se contente de dire, selon l'article 214 du Code civil, voilà il faut contribuer aux charges du mariage, donc tel époux doit contribuer au profit de tel autre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout appliqué la coutume? Je ne sais pas, en tout cas ça laisse penser que coutume et Code civil sont très proches, ce qui est effectivement le cas. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ouvertement appliqué la coutume? Je ne sais pas. Alors, que se passe-t-il quand la juridiction coutumière applique logiquement la coutume? Alors, petit rappel, j'ai dit, pour le Code civil, on nous dit qu'il n'y a pas d'incidence, la séparation de fait n'a pas d'incidence et que les époux contribuent selon leurs facultés respectives. C'est sensiblement ce que dit la coutume judiciaire. Elle nous dit, dans beaucoup de décisions, j'ai trouvé les formules suivantes. Les époux se doivent aide et assistance mutuellement et réciproquement. S'il existe une différence de ressources entre les époux, il appartient à celui qui bénéficie de ressources supérieures de contribuer aux charges du mariage à l'égard de l'autre époux. Donc, à nouveau, une parfaite compatibilité entre la coutume et le Code civil. On retrouve la même idée qui est de dire que les deux époux doivent participer au mariage d'un point de vue financier et que cela se fait de manière à proportion donc, des facultés respectives. Une nuance toutefois à apporter, et ça me fait revenir sur la séparation de fait, même si j'ai dit que pour la plupart des décisions, la séparation de fait n'avait pas d'incidence sur le principe qui était d'octroyer, de dire qu'il fallait contribuer aux charges du mariage, la séparation de fait a malgré tout une incidence. On sent les juges pas opposés sur le principe, mais plus réticents à condamner un des époux à contribuer aux charges du mariage. Et cela montre que la séparation de fait est mal acceptée dans la coutume. Notamment, j'ai trouvé plusieurs remarques. On a dit par exemple dans une décision, un mariage coutumier a été fait à une époque. Il appartient aux parties de respecter ce qui a été dit au moment du mariage. Et dans une autre décision, on explique qu'il revient aux parties de se serrer les coudes pour préserver les enfants car le mariage est coutumier et qu'en conséquence, les époux doivent se rapprocher.
Donc voilà, ces petits commentaires sont assez surprenants à nouveau pour la juriste non habituée à la coutume kanak. Voilà, ça montre vraiment que cette séparation de faits, même si elle n'est pas rédhibitoire, est quand même prise en compte et elle est mal acceptée par la coutume. Elle peut parfois justifier aussi une modulation du montant de la contribution aux charges du mariage. On nous dit, par exemple, notamment qu'il faut rechercher d'où vient la responsabilité de la séparation de faits. On nous dit également que le seul refus par l'un des époux de cohabiter avec son conjoint n'exclut pas nécessairement qu'il puisse obtenir de celui-ci une contribution aux charges du mariage, s'il existe néanmoins des justifications suffisantes du refus par le demandeur pour reprendre la vie commune. Donc, dans cette décision que je viens de vous citer, les juges ont bien décidé qu'il fallait que l'autre époux contribue aux charges du mariage, mais ils ont modulé le montant. Le montant de la somme allouée a été moins important parce qu'on estimait qu'il n'y avait peut-être pas des raisons suffisantes pour maintenir la séparation de faits. Donc, à nouveau, code civil et coutume sont compatibles, même si la coutume fait plus attention à la séparation de faits, puisque dans le code civil, cette séparation de faits peut également être prise en compte, mais elle l'est de manière beaucoup moins importante. Enfin, un dernier point sur les différents protagonistes concernés par cette contribution aux charges du mariage. Alors, ça peut paraître surprenant au regard du droit commun, puisque, selon le code civil, seuls les époux sont concernés. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes ou de deux femmes, donc, mais en tout cas de deux personnes. Seules ces deux personnes sont concernées par la contribution aux charges du mariage, et le code civil ne fait aucune différence entre l'homme et la femme. Et c'est là où j'ai trouvé le plus de différence entre le droit commun et le droit coutumier, puisque tout d'abord, le rôle de l'homme est beaucoup plus important, en tout cas de ce que j'ai pu en lire dans les décisions, dans la coutume judiciaire. On nous dit par exemple dans l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 12 juin 2013 qu'il existe pour l'homme une obligation d'entretenir la femme. Donc cette décision laisse penser, la formulation employée par les juges laisse penser que finalement la contribution aux charges du mariage serait presque l'apanage exclusif de l'homme. Je n'ai pas trouvé de décision disant ouvertement seul l'homme doit contribuer aux charges du mariage, mais je n'ai pas trouvé non plus de décision où on demandait à une femme de contribuer aux charges du mariage. Alors, à nouveau, c'est une question qui reste en suspens. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça correspond à une réalité sociologique, puisque dans toutes les décisions que j'ai étudiées, l'homme avait les meilleurs revenus, voire était le seul qui avait des revenus. Donc, si le Code civil a potentiellement un raisonnement différent, puisqu'à nouveau, il n'y a pas de différence faite entre l'homme et la femme, en tout cas, le résultat auquel il aboutirait serait le même, puisque, à nouveau, ça correspond à une réalité sociologique qui est que l'homme, dans les décisions étudiées, l'époux, avait les meilleurs revenus, donc il est logique, et d'un point de vue coutumier et d'un point de vue du droit commun, que ce soit lui qui contribue le plus aux charges du mariage. Deuxième point où, à nouveau, il y a une spécificité de la coutume, c'est sur le rôle du clan. Alors évidemment, il ne risque pas d'y avoir un quelconque rôle du clan dans le Code civil, puisque le Code civil ne parle pas du tout de clan, c'est une spécificité évidemment kanak. Alors ce rôle du clan, il se lie notamment à travers deux décisions. La première, donc, c'est celle du tribunal de première instance de Nouméa du 30 août 1999, que j'ai déjà cité, qui donc sursoit à statuer le temps que les clans se consultent. Les juges disent clairement que dans cette situation, c'est au clan de se prononcer, que les juges finalement, ils ne disent pas qu'ils n'ont rien à dire, mais ils laissent d'une certaine manière la priorité au clan. Et deuxième décision, tribunal de première instance de Nouméa, 16 mai 2011, on nous dit, le tribunal dit que quand il y a des problèmes de cette nature, il faut que le chef du clan intervienne. Donc cette fois-ci, dans cette deuxième décision, ça n'a pas empêché les juges de statuer. Néanmoins, il y a un appel très clair à ce que les institutions claniques se saisissent de la question, ce qui est bien évidemment une spécificité coutumière et qui n'existe absolument pas dans le Code civil. Néanmoins, ça ne rend pas du tout la coutume incompatible avec le Code civil. Alors, que faut-il penser de la contribution aux charges du mariage? Eh bien, je pense que la meilleure conclusion revient à la Cour d'appel de Nouméa, toujours dans son arrêt du 12 juin 2013, puisqu'elle nous dit «
Si la demande de contribution des enfants peut s'apparenter de par sa fonction à la notion de contribution aux charges du mariage que connaît le droit civil, elle doit s'apprécier en considération des obligations coutumières, incluant les solidarités familiales et en fonction des ressources respectives des parties. Donc, en conclusion, ce que nous dit la Cour d'appel de Nouméa, c'est donc bien qu'il existe que la notion de contribution aux charges du mariage telle que vue par le Code civil et telle que vue par la coutume kanak sont des notions qui sont tout à fait compatibles, malgré quelques spécificités tout à fait logiques propres à la coutume kanak. Donc en conséquence, on constate que soit le Code civil et la coutume disent substantiellement la même chose, au point même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que certaines décisions coutumières se contentent uniquement de citer le Code civil, ou bien on se rend compte qu'il y a certaines nuances qui sont logiques, mais que dans la plupart des décisions, l'application du droit commun aurait abouti exactement au même résultat. Donc à propos du mariage, en tout cas, le droit civil et le droit coutumier sont tout à fait compatible de ce que j'ai pu, en tout cas, étudier dans les décisions qui m'ont été soumises. Je vous remercie. Pour faire avancer le PowerPoint, qu'est-ce que c'est? Bien, merci. Avant tout, je voudrais dire le plaisir que j'ai à me retrouver une nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie, dans cette université, et remercier Étienne Cornu et Pascal Demier de m'avoir permis de participer à cette recherche. Ce fut absolument passionnant, et je crois que je n'ai pas été le seul à me passionner. J'ai participé à plusieurs recherches de ce type, et j'ai rarement vu un rapport aussi imposant, aussi fouillé, aussi divers et aussi riche. Alors c'est bien sûr le thème de la recherche qui explique ce résultat assez exceptionnel, je le répète, mais c'est aussi la façon particulièrement intelligente et dynamique dont elle a été dirigée. Donc un grand merci à Étienne et à Pascal, un grand merci également aux institutions qui les ont soutenues. Alors peut-être plus que toute autre institution familiale, les systèmes de parenté forment une part essentielle de l'identité d'une société. La filiation est à la fois un fait culturel, est avant tout, dirais-je, un fait culturel, même si elle se construit en partie, mais en partie seulement, à partir de faits naturels. Et l'étude des décisions rendues par les juridictions coutumières en ce domaine n'en est par conséquent que plus intéressante. Alors encore faut-il préciser trois choses qui sont autant de précautions méthodologiques, mais qui ont déjà été largement évoquées par Étienne Cornu dans sa présentation. Première chose, je vais présenter une étude de juriste et non pas une étude d'anthropologue, je le répète, sur la matière de filiation et de parenté, c'est particulièrement important. Deuxième précision, le donné, comme l'a dit Étienne, le donné à partir duquel cette étude a été effectuée est un donné très particulier. C'est un ensemble de décisions de justice. Ce n'est donc pas une étude de la parenté dans la coutume kanak ou le droit coutumier de la filiation, mais bien la façon dont les tribunaux sont appelés à traiter de questions de paternité et de maternité dans ces décisions de justice. Et en plus, sur une période donnée. Et je crois qu'il faut avoir conscience de l'importance de l'évolution également du temps. Donc c'est bien la parenté telle qu'elle est construite ou reconstruite dans le cadre du procès. Troisième précaution, ce donné dont je parlais n'est pas un donné figé, quand bien même la jurisprudence serait tentée de le cristalliser. Alors d'une part, on le verra, ce donné est soumis à l'attraction des droits fondamentaux.
D'autre part, il est confronté finalement aux mêmes forces que le droit civil de la famille, avec le développement des unions hors mariage, et pas seulement de relations sexuelles anténuptiales. L'évidence aujourd'hui de la vérité, en tout cas de la réalité biologique, deux phénomènes, entre autres, qui rendent nécessaire un effort d'adaptation, si l'on veut éviter que, paradoxalement, le droit coutumier, au moment même où il se cristallise, à travers le dire des décisions de justice, ne devienne un droit mort, un droit qui n'évolue plus. Alors, dans le rapport écrit, a été présentée la filiation telle qu'elle apparaît dans les décisions qui forment le corpus de la recherche, des décisions rendues pour l'essentiel dans la période 99-2016, enfin 2015 plutôt, 2015-2016. 99 qui constitue d'ailleurs, de mon point de vue, une véritable charnière, puisque c'est à cette époque, à partir de cette époque, que l'on voit s'affirmer progressivement une véritable coutume jurisprudentielle. Alors, deux questions ont été analysées dans le rapport. D'une part, la filiation en mariage et hors mariage, et d'autre part, la filiation adoptive et les dons d'enfants. Alors, compte tenu du temps qui m'est imparti et de la liberté que me laisse l'existence même du rapport auquel je peux vous renvoyer, je m'intéresserai ici à la filiation en mariage et hors mariage pour illustrer la façon dont le juge coutumier construit la filiation et pour illustrer également les tensions que j'évoquais entre tradition et modernité. Donc deux temps dans cette présentation, la construction de la filiation par le juge coutumier et la conciliation, quelle conciliation entre tradition et modernité. Alors commençons par la construction de la filiation par le juge coutumier. Ce que les juges estiment être la conception kanak de la parenté se cristallise à partir de 2011 dans des formules très travaillées que l'on peut imaginer être le fruit à la fois des dires des assesseurs coutumiers et des connaissances personnelles du magistrat professionnel sur ce qui constituerait, selon eux, la coutume. Alors ces formules, très travaillées, je répète, on va avoir des exemples tout à l'heure, sont ensuite reprises de jugement en jugement et d'arrêt en arrêt, certaines décisions citant d'ailleurs explicitement des décisions antérieures, entre guillemets, et je pense que cette façon de construire la coutume fera l'objet d'une partie de nos discussions tout à l'heure. Pour l'instant, je me contenterai de présenter cette construction avant d'analyser de façon plus approfondie le cas de la filiation hors mariage. Alors commençons par la conception coutumière de la parenté. Deux grandes idées se dégagent. Première idée, le caractère dual de la parenté. Alors c'est notamment ce qu'exprime une décision du 21 février 2011 du tribunal UTPI de Nouméa, statuant donc en formation coutumière, qui affirme que, je cite, « Selon la coutume, il existe pour tout individu deux formes de parenté, la parenté par la mère, qui est un lien de sang reconnu comme tel, et la paternité, qui est sociale et procède de l'échange coutumier. Et est considéré légitimement comme le père celui qui accomplit vis-à-vis de la mère, de ses frères et de leur clan le geste pour prendre l'enfant. L'appartenance au clan paternel est alors manifestée publiquement par le nom. » Et le tribunal précise, je cite toujours la décision que vous avez ici sur l'écran, « Dès lors, l'enfant est lié au maternel et au paternel par rapport au geste coutumier qui a été fait. Plus particulièrement, il est lié au paternel à travers l'échange intervenu entre les clans. En outre, la notion de paternité dans la coutume ne revêt pas le même sens que dans le droit commun. On souligne ici le caractère très pédagogique des décisions qui sont rendues. Le père est celui qui va créer le statut social de l'enfant en lui donnant un patronyme qui l'enracine dans la terre. Aussi, dans la société kanak, la notion de paternité n'est en rien biologique. Elle est construite socialement par les échanges et non déterminée par les rapports sexuels, comme le montre le fait qu'un clan maternel peut toujours refuser de reconnaître la paternité d'un homme dès lors que celui-ci n'a pas répondu aux exigences de la coutume. Autrement dit, je cite toujours les juges, quand les sœurs font des enfants, ils reviennent à la famille. Si l'on ne connaît pas le père, on ne met pas en doute la parole d'une femme
pour les anciens, les enfants, on les intègre dans le clan maternel dans ce cas. Alors d'autres décisions reprennent ces mêmes principes et illustrent la règle par un adage selon lequel si vous plantez des cocotiers sur mon terrain et que vous venez en tirer les fruits, vous ne pouvez pas, ce sont les miens. Ce qui, précisent les juges, signifie que les relations sexuelles ne donnent pas aucun droit au père sur l'enfant. Et on retrouve cette idée dans plusieurs décisions du TPI de Nouméa. Les mêmes principes sont repris par la Cour d'appel de Nouméa, statuant en chambre coutumière, avec, dans certaines décisions, un véritable petit cours de coutume, ou en tout cas de coutume jurisprudentielle, fondé à la fois sur la jurisprudence des juridictions coutumières, sur la doctrine et sur les textes. Et cette coutume judiciaire peut aujourd'hui également intégrer des éléments de la charte du peuple kanak à laquelle se réfèrent certaines décisions. Donc, première idée, c'est ce caractère dual de la filiation. Seconde idée, le caractère irréversible des liens. Effectivement, que les enfants soient nés en mariage ou hors mariage, la filiation, établie selon les règles coutumières, ne peut, nous disent les décisions de justice, être remise en cause. C'est notamment ce qu'affirme le TPI de Nouméa dans une décision de février 2011, je cite toujours, « Lorsque les clans ont donné leur parole, la réalité de la filiation n'est plus réversible. L'enfant qui appartient à un clan, par ce mécanisme, relève du clan dont il porte le nom. L'échange propre à la coutume implique qu'il n'est pas permis de revenir sur la parole qui a été donnée, surtout quand cette parole scelle l'avenir de l'enfant. » Donc en l'espèce, l'enfant était né hors mariage et il avait été reconnu par son père et les gestes coutumiers avaient été faits. Mais la mère ne voulait plus que le père voie l'enfant, ni ne contribue à son entretien. Et elle est déboutée sur le principe rappelé par le juge. Alors passons maintenant au cas de l'enfant qui naît hors mariage. Et les problèmes soumis au juge concernent essentiellement l'enfant qui est né hors mariage, justement, les problèmes étant sans doute, enfin les principes, étant sans doute suffisamment forts lorsque l'enfant naît en mariage pour ne pas créer de contentieux particulier. Alors, sauf bien sûr le contentieux de la séparation. Alors, en revanche, les problèmes sont nombreux dans le cas de l'enfant qui naît hors mariage. Alors, si l'on en croit les juges, de la conception kanak de la parenté découlerait deux conséquences. Première conséquence, donc premier principe, si l'établissement de la paternité hors mariage est soumis à l'accord de la mère et à l'accomplissement des gestes coutumiers. Donc c'est là un principe qui est rappelé dans diverses décisions, et notamment dans un arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 9 septembre 2013, que je vous cite également. Selon la coutume, la naissance d'un enfant est un événement social, en ce que l'enfant, indépendamment du fait de savoir si ses parents sont mariés ou non, appartient au clan maternel, sauf s'il a été demandé par le clan paternel et effectivement donné à celui-ci par le clan maternel au terme de ce qu'on appelle un geste coutumier, lequel recouvre un don de vie, appelant ensuite un contre-don. La décision poursuit. Lorsque l'alliance et les promesses de don de vie n'ont pas été scellées avant le mariage du mari et de la femme, et que ces derniers décident de s'unir sans s'en référer à leur clan respectif, le père des enfants doit procéder à une coutume dite de pardon, pour d'abord s'excuser de n'avoir pas respecté l'avis des clans, mais encore pour être autorisé à prendre l'enfant, c'est-à-dire à reconnaître l'enfant. Ainsi, le statut social de l'enfant dépend de ce que les individus et les clans décideront ensemble, que ces décisions ont une incidence directe sur l'appréciation de ce que recouvre l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc même si le texte ne fait aucune référence à la coutume et adopte une rédaction neutre, sans distinguer entre père et mère, ce principe est repris par l'article 35 de la délibération du 3 avril 1967, et on le retrouve également aujourd'hui
directement ou indirectement, dans la charte des valeurs qui sert également de référence au juge dans une perspective étroitement liée à la tradition kanak. Je cite, je pense notamment aux articles 62 et suivants de la charte. Alors, en conséquence, la mère ne peut s'opposer à ce que le père reconnaisse l'enfant. Pardon, la mère peut s'opposer à ce que le père reconnaisse l'enfant. La question étant de savoir, donc elle peut s'y opposer, la question étant de savoir si le refus de la mère peut être soumis au contrôle du juge au nom d'une sorte d'abus de droit de la part de la mère. Alors, dans une décision ancienne, la Cour d'appel de Nouméa, en 2000, l'avait admis. Mais il semble que cette interprétation de la coutume donnée à l'époque par la Cour ne soit plus d'actualité aujourd'hui. C'est ce que montrent plusieurs décisions de la Cour d'appel de Nouméa, dans lesquelles la Cour souligne qu'il est acquis en droit coutumier, même s'il n'est pas contesté le lien biologique entre l'enfant et son père, que celui-ci n'a ni droit sur lui au titre de l'autorité parentale, ni obligation, notamment alimentaire à son égard, conformément aux règles coutumières qui caractérisent, nous dit la Cour, l'organisation matrilinéaire extrêmement marquée de la société kanak, laquelle permet à la femme de faire échec à l'établissement de la filiation paternelle. Et certaines décisions vont jusqu'à annuler la reconnaissance effectuée par le père sans l'accord de la mère. Ce qui montre bien que le refus de la mère ne peut pas, en principe, on ne peut pas passer outre le refus de la mère. Alors c'est ce que dit notamment cette décision du tribunal de Nouméa du 10 août 2012. La décision nous dit que le refus de la mère, alors non seulement le refus de la mère ne peut pas constituer un abus, mais, je cite, c'est la reconnaissance souscrite par le père devant l'officier d'état civil de droit commun, en pleine connaissance de son irrégularité, comme de son caractère transgressif au regard des règles communément admises dans la coutume kanak, qui revêt un caractère abusif. Donc c'est la reconnaissance qui est abusive et non pas le refus de la mère. Caractère abusif en ce que cette reconnaissance a été souscrite en fraude des droits de la mère et en violation des règles d'ordre public, etc. etc., etc. Bon, cela dit, si l'accord de la mère est nécessaire, il ne suffit pas. Il ne suffit pas car pour que l'enfant soit rattaché au clan et que le père bénéficie dès lors que la mère a donné son accord des droits attachés à la paternité, il faut que les gestes coutumiers soient accomplis. En effet, et les décisions se rejoignent sur ce point, les parents n'ont pas tous les droits sur l'enfant. L'enfant appartient au clan. Et nous avons un grand nombre de décisions qui rappellent ce principe, et notamment la décision que je cite sur l'écran de Nouméa du 10 août 2012. En l'espèce, les gestes n'avaient pas été accomplis. Et le tribunal nous explique, il s'ensuit que la réalité sociologique de cet enfant n'est pas en adéquation avec la réalité administrative. Et ce, du fait que les deux parties ont agi de concert et sont ainsi entrés dans la case en sautant la barrière. Ce qui est une très jolie expression pour dire donc qu'il y a eu des relations sexuelles en dehors du mariage et en dehors de l'accord qui aurait pu être donné par les clans. Le tribunal ne peut donc rappeler aux parties qu'afin de garantir la stabilité de l'enfant, et en particulier sa place coutumière, le clan paternel doit réaliser le geste auprès du clan maternel. Et que dans ce cadre, le père doit agir et la mère se montrer patiente et accepter que le père a besoin de temps pour faire ses démarches. Ces démarches permettront à la réalité sociologique de se trouver en adéquation avec la réalité administrative et éviteront à l'enfant de se trouver dans une situation de porte-à-faux dans l'avenir. Donc il faut accomplir les gestes coutumiers, les accomplir auprès de la mère et les accomplir également auprès des oncles maternels et du clan, ce que rappellent également plusieurs décisions de justice. Alors, second principe, toujours pour l'enfant né hors mariage, si la paternité n'est pas établie, aucune obligation ne pèse sur le père qui, à l'inverse,
ne peut réclamer aucun droit. Alors c'est ce que dit notamment cette décision de Nouméa que je vous cite sur l'écran. Dans la coutume, les enfants sont à la charge des parents jusqu'à ce qu'ils décident de vivre de façon autonome, c'est-à-dire de se marier. À partir de ce moment, ils ne sont plus à charge de leurs parents. Ils sont indépendants et doivent préparer leur champ. Ils doivent donc commencer à prendre des décisions et les parents ne doivent plus que les mettre sur la ligne de conduite. Par ailleurs, poursuit le tribunal, en reconnaissant l'enfant avec l'accord de la mère, le père signifie que ce dernier appartient à son clan, ce qui implique qu'il doit le prendre en charge, en particulier s'agissant de l'entretien. Alors, à l'inverse, si la filiation n'est pas établie, le père biologique est privé de tout droit et par conséquent également déchargé de toute obligation. C'est ce que nous disent d'autres décisions. Que je n'ai pas cité dans son intégralité, donc vous l'avez sur l'écran, mais qui montre très bien qu'effectivement, si la filiation n'a pas été établie, eh bien le père n'a pas d'obligation à l'égard de l'enfant, et notamment n'a pas d'obligation alimentaire. Et franchissant un pas de plus, dans un respect strict de la règle coutumière, en tout cas de ce que les juges estiment constituer la règle coutumière, la Cour d'appel de Nouméa, dans un arrêt de 2015, affirme même que, même si le père a reconnu l'enfant à l'état civil, il n'a aucun droit ni aucune obligation à l'égard de l'enfant dès lors que les gestes n'ont pas été accomplis. Donc, même le fait que l'enfant ait été reconnu à l'état civil ne lui donne pas de droit ni ne fait peser sur lui d'obligation. Bon, alors que l'on se place du point de vue du père, du point de vue de la mère, ou surtout peut-être du point de vue de l'enfant, cette jurisprudence illustre assez bien les tensions qui se développent entre tradition et modernité. Donc, second point évoqué rapidement, quelle conciliation possible entre tradition et modernité? Cette conciliation doit se faire à deux niveaux. Conciliation in concreto, entre les règles coutumières qui régissent la parenté et les réalités contemporaines et les réalités de fait. Conciliation ensuite entre ces règles et les droits fondamentaux. Alors, conciliation d'abord entre les règles régissant la parenté et les réalités contemporaines et les situations de fait. Alors, cette problématique est illustrée de façon assez claire par l'affaire déjà évoquée, jugée, soumise au tribunal de Nouméa en février 2011. Alors, en l'espèce, les pères et mères avaient des doutes sur la paternité. En fait, on sentait bien qu'il y avait eu un arrangement entre les uns et les autres pour que cet homme prenne en charge cet enfant qu'il savait sans doute ou pensait ne pas être le sien, mais il fallait que socialement que cet enfant soit intégré. Donc l'enfant est rattaché à cet homme. Donc le père et la mère, doutant de la paternité, sollicitaient une expertise génétique et vont donc devant le tribunal. Le tribunal commence par rappeler que, je cite, « Dans la société kanak, la paternité n'est rien biologique. Elle est construite socialement par les échanges et non déterminée par les rapports sexuels, comme le montre le fait. » Donc là, je reprends quelque chose que j'ai déjà cité tout à l'heure. Donc, pour le tribunal, l'enfant est déjà dans la case, à savoir que les gestes échangés entre les clans ont consacré sa filiation. Et dans le monde coutumier, nous dit-on, dès ce moment, l'enfant est considéré comme le fils de celui qui est désigné par les clans, dans leur accord, comme étant le père. Et les juges de souligner que le tribunal entend les doutes exprimés par les parties. Mais les juges tiennent à souligner que le bien-être de l'enfant et son intérêt ne peuvent être mis de côté uniquement pour évacuer le doute quant à la filiation de l'enfant. Cette façon de procéder revenant à agir contre l'enfant dans le cadre des logiques du monde coutumier. Bon, les juges sont conscients du fossé qui risque de se creuser ainsi entre les conceptions traditionnelles et les réalités nouvelles. Mais ils affirment la nécessité de respecter les règles coutumières dans l'intérêt de l'enfant. Et je cite là encore, le tribunal considère en effet
que les principes qui régissent la société kanak doivent rester communautaires. Que si, certes, les éléments peuvent être adaptés, à l'opposé, les grands principes doivent être respectés. Dans le cas présent, le tribunal considère que s'il admet le principe de la contestation de la paternité, il condamne le statut de l'enfant kanak tel qu'il existe dans la coutume et tel que défini précédemment. Plus concrètement, le tribunal considère que cette demande ne peut prospérer en ce qu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant, puisqu'elle ne respecte pas les principes qui gèrent la société kanak dans laquelle vit l'enfant. Et les juges vont ensuite jusqu'à affirmer que si le tribunal est sensible aux arguments avancés par les parties au terme desquels la coutume doit s'adapter et évoluer, le mot évoluer étant mis entre guillemets par le juge, il n'en reste pas moins que la présente demande ne peut aboutir, eu égard au fait qu'elle porte atteinte à deux principes fondamentaux de la coutume, d'une part la concession de la filiation paternelle dans le monde kanak, et d'autre part le respect de la parole donnée et consacrée par le geste coutumier. Alors, toute conciliation serait-elle impossible ? En pratique, les arrangements coutumiers peuvent intervenir pour concilier les principes et la réalité sociale et affective. La réalité biologique n'apparaissant que comme une donnée parmi d'autres du problème. Mais encore faut-il que les clans s'accordent. Et dans cette hypothèse, un accord entre les clans, eh bien, cette prise en compte des accords passés entre les intéressés peut permettre au juge de trouver une solution équilibrée dans le respect de la coutume. C'est par exemple ce qu'illustre cette affaire jugée par le tribunal de Nouméa le 28 mars 2022, n'anticipons pas sur la conciliation. Donc en l'espèce, donc 2012, en l'espèce, le père avait reconnu l'enfant avec l'accord de la mère, mais les gestes n'avaient pas été accomplis. Alors le tribunal commence par inciter le clan paternel à réaliser le geste coutumier auprès du clan maternel, en soulignant que dans ce cadre, le père doit agir et la mère se montrer patiente et accepter donc que le père ait besoin de temps pour faire ses démarches. Et le juge fixe en attendant la résidence de l'enfant chez la mère en prenant en compte l'accord intervenu entre les parents et le fait que l'enfant circule régulièrement entre le domicile de ses deux parents, ce qui correspond au principe coutumier, aucune séparation doit exister entre les paternels et les maternels, et le tribunal met également une pension alimentaire à la charge du père. Alors, au-delà de cette conciliation entre les principes et les réalités sociales, se pose la question, et je terminerai là-dessus, de la conciliation des règles régissant la parenté avec les droits fondamentaux. C'est bien évidemment une question extrêmement délicate que l'on va retrouver sans doute tout au long de ce colloque, mais dans d'autres domaines. Alors, au risque de forcer le trait, mais je le fais quand même, j'aurais tendance à dire que la conciliation entre les droits fondamentaux et les principes coutumiers, tels qu'ils sont exposés par les juges et tels qu'on peut les trouver d'ailleurs aujourd'hui inscrits dans la charte, cette conciliation, dans les décisions étudiées, se fait essentiellement par voie d'affirmation, à travers des formules qui reflètent une prise de position idéologique très forte, à savoir que le respect de la vie privée des personnes de statut coutumier, tel que garanti par exemple par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, passe par le respect des règles coutumières. De même, le respect des droits de l'enfant, tel que garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, passerait par le respect des principes qui gèrent la société kanak dans laquelle vit l'enfant. Alors, je ne discute pas ici de cette approche, sans doute en discutons-nous par la suite, je tiens seulement à la mettre en lumière à travers l'étude de ces décisions, cette position étant affirmée de façon très claire dans différentes décisions. Ainsi, dans une affaire relative à une demande de subside formée par la mère contre le père biologique, qui ne voulait pas reconnaître les enfants, le tribunal de Nouméa, donc décision du... Non, ce n'était pas celle-là, c'en est une autre, du 28 novembre 2011, rappelle les principes coutumiers, puis affirme que cette demande ne peut prospérer en ce que, je cite, en ce qu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant,
puisqu'elle ne respecte pas les principes qui gèrent la société kanak dans laquelle vit l'enfant. Et dans son arrêt du 9 septembre 2013, la Cour d'appel de Nouméa reprend l'idée en atténuant quand même un peu la formule, ou en tout cas en tentant d'en montrer le bien fondé. Donc la Cour commence par rappeler l'obligation d'éduquer et d'élever les enfants, obligation qui incombe au seul clan utérin, puis elle affirme que, je cite, « le lien unissant les enfants à leur père biologique étant de nature exclusivement sociale, le père conférant à l'enfant son statut social. » Pardon, là je pense qu'il y a une petite erreur dans la citation. Donc le père conférant à l'enfant son statut social, un nom, un ancrage foncier, une lignée d'ancêtres et une fonction sociale dans le monde coutumier, la demande présentée par la mère reviendrait à méconnaître l'intérêt supérieur des enfants, lesquels pourraient voir leur ancrage dans le clan maternel remis en cause par une décision exonérant ce clan de ses obligations au profit d'un autre clan. Donc on rejette la demande de subside formée par la mère contre le père, au motif que si on impliquait le père et donc le clan paternel dans la vie de l'enfant, eh bien on remettrait en cause le statut social de l'enfant qui pour l'instant relève du clan maternel. Et dans une affaire où le père contestait le pouvoir de la mère de s'opposer à la reconnaissance de l'enfant par le biais biologique, les juges de Nouméa, donc ça c'est la Cour d'appel de Nouméa toujours, dans l'arrêt de 2013, mêlant appréciation in abstracto et in concreto, justifient leur décision d'annuler la reconnaissance faite par le père sans l'accord de la mère, au motif que, je cite, « cette solution est la seule conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel n'est pas de se trouver coupé de son clan maternel d'appartenance par l'effet d'une reconnaissance de paternité qui, du fait de l'assimilation des personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère au statut civil de droit commun, assujettirait l'enfant à des principes juridiques totalement étrangers à son vécu personnel et difficilement conciliables avec ses relations sociales. » Et l'on peut trouver d'autres illustrations de ces principes, avec notamment des arrêts de la Cour d'appel de Nouméa, qui nous dit que, de 2015, qui nous dit que l'intérêt de l'enfant est de devoir consacrer la place qu'il occupe dans le seul clan qu'il reconnaisse comme membre, en l'occurrence le clan maternel, là aussi pour un enfant né hors mariage. Et la Cour dit très clairement que l'argument de l'article 8 évoqué par le père en l'espèce est inopérant, en ce que, nous dit-on, le respect dû à la vie privée et familiale postule en l'espèce le respect des règles coutumières. Et l'on retrouve cette position dans l'arrêt du 16 septembre 2013 que vous avez sur l'écran. Les juges estiment que, donc Cour d'appel de Nouméa, le rattachement au clan maternel et à une terre est déterminant au regard des principes de droit coutumier pour définir l'identité et donc l'origine du sujet. Ces règles ne sont contraires ni aux droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni au droit pour l'enfant de connaître ses origines, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié au regard des normes coutumières que désigne son statut personnel constitutionnellement garanti, ni même au regard de l'intérêt familial. Donc c'est clair, on assimile intérêt de l'enfant, vie privée, etc., au milieu dans lequel est appelé à vivre l'enfant, donc on l'assimile aux règles coutumières. Et la Cour conclut, attendu qu'il en résulte que seul le clan d'appartenance de l'enfant a vocation à élever l'enfant, lequel est placé sous la responsabilité de ce clan, son intérêt supérieur étant de ne pas se trouver coupé de son clan d'appartenance, etc., eh bien, la demande est rejetée. Alors, reste que cette façon de raisonner, joint au procédé même par lequel le juge cristallise la coutume, ne vont pas sans ambiguïté. En cristallisant la coutume, le juge risque en fait, ne risque-t-il pas, c'est le débat auquel nous serons sans doute invités à réfléchir aujourd'hui, ne risque-t-il pas de lui faire perdre la souplesse et la faculté d'adaptation aux besoins et aux réalités qui constituent le propre et en un sens l'intérêt de la coutume. Et sur cette occasion, je vous remercie de votre attention. Alors il y a, avant de faire la pause dans près de 10 minutes, un quart d'heure,
Je crois qu'on est, j'ai plus la montre, mais je crois qu'on est à peu près dans les temps. On a dû 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Bah, on a conservé les 5-10 minutes de retard qu'on avait au début, donc c'est bon. Donc on a à peu près 10 minutes, un petit quart d'heure de débat avant de faire une première pause. J'invite simplement donc les personnes qui le souhaiteraient de participer. Il faut simplement bien attendre le micro, parce que je le rappelle, le colloque est doublement filmé par l'université et également par INCTV. Oui, Patrice, en haut. Oui, bonjour. Deux questions. Patrice, pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Enfin, toi, je te connais, mais chacun peut se présenter avant de parler, pardon, histoire que pour l'enregistrement, qu'on sache. Alors, Patrice Vedin, anthropologue. Qui parle. Voilà. J'ai d'abord une question pour Monsieur Fulchiron, ou plutôt une double question. La première, c'est de savoir si, lorsqu'il oppose de la manière dont il le fait tradition et modernité, en fait, il ne repère pas dans les textes plutôt l'effort fait par un tribunal qui a des juges européens et des juges kanaks pour faire concilier leurs idées. S'agit-il de traduire le rapport entre tradition et modernité, ou au contraire de permettre aux juges d'accepter que la coutume kanak s'applique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi une décision prise par un juge kanak à partir de la coutume renverrait tout d'un coup à une sorte de cristallisation, et pourquoi la décision prise par un juge de droit commun dans un tribunal de droit commun ne serait pas une cristallisation. Merci de répondre à ces deux questions. Alors, sur la première question, je me garderais bien de donner une réponse. C'est au juge qu'il faudrait poser la question. Mais peut-être que l'interprétation est la bonne, mais je ne me prononcerai pas sur la question. C'est aux magistrats qu'il faudrait... les magistrats qu'il faudrait interroger. Sur la seconde question, je crois que les situations sont tout à fait différentes. Ce qui est intéressant dans ces décisions, c'est que la décision elle-même exprime la coutume. Dans une décision de justice rendue par un tribunal classique, si j'ose dire, un tribunal civil, vous avez une règle de droit qui est préétablie, dont tout le monde connaît exactement la teneur, qui est inscrite dans un texte, et le juge, fictivement en tout cas, n'est censé que l'appliquer aux faits particuliers. Dans la décision qui sont rendues par les juridictions coutumières, il y a deux éléments. La coutume, certes, est préexistante, est en quelque sorte en suspension dans l'espace juridique, mais en même temps, la décision l'exprime et la fixe par conséquent. Bon, c'est tout l'intérêt et en même temps toute l'ambiguïté de ces décisions. D'autant que de décision d'une décision à une autre, les juges reprennent les formules qui sont utilisées auparavant. Donc c'est bien aussi une façon, par les juridictions, de fixer la norme, en la reprenant, en prenant les formules, en citant les décisions, d'ailleurs, expressément, avec la date, le numéro, etc. Et même chose pour la Cour d'appel. Donc c'est en cela que ces décisions sont tout à fait différentes de décisions, entre guillemets, classiques, rendues par des juridictions civiles, parce qu'il y a ce double travail, à la fois de révélation, en quelque sorte, de la coutume et de son application au cas particulier. Et ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, c'est sur cette idée que, en la révélant, mais c'est un phénomène traditionnel en matière coutumière, les juges ont tendance à fixer la coutume, avec le risque, effectivement, qu'en la fixant, elle ne se fige. C'est-à-dire qu'elle correspond à un état qui, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, ne sera plus forcément ni ce qu'est la coutume, parce qu'elle évolue, ni ce que sont les nouvelles réalités sociales auxquelles on prétend appliquer la règle. Est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là, du coup, imaginer un revirement de jurisprudence des juridictions coutumières, tout simplement, qui ferait évoluer aussi, qui montrerait une évolution de la coutume? Bien sûr, mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur ce procédé très particulier qui consiste, dans une décision, à reprendre les formules et les accumuler en quelque sorte
des décisions antérieures. C'est ça le danger de la fixation, enfin fixée, figée, si j'ose dire. C'est ça. Et cette reprise, elle se fait à la fois, enfin le plus souvent dans les motifs, mais parfois on le voit dans le dispositif même d'une décision où on reprend un principe antérieur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Juste à côté de M. Gaudin. Oui, bonjour, je m'appelle Caroline Gray, je suis anthropologue également. J'avais une question à propos de la charte du peuple kanak et du socle des valeurs communes. Vous avez fait référence à cette charte tout à l'heure à plusieurs reprises. J'aimerais savoir dans quelle proportion et dans quelle mesure elle est utilisée par les assesseurs coutumiers. Est-ce qu'elle sert de référence de facto, souvent, dans les décisions qui sont prises, bien que n'étant pas un texte normatif comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Donc effectivement, elle est utilisée, alors je ne sais pas si en matière de mariage vous l'avez trouvé, en matière de filiation, elle est utilisée à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas, c'est de façon systématique, encore une fois, là aussi, il faut faire attention au corpus sur lequel on travaille, puisqu'on n'a pas toutes les décisions rendues, on a seulement celles qui ont été communiquées, etc. Donc ce serait dangereux de vouloir tirer des règles générales enfin, du corpus sur lequel on travaille, là aussi, une question de méthode. Mais c'est une référence qui apparaît effectivement dans plusieurs décisions, notamment dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Nouméa. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est de voir si au fil du temps, mais là nos décisions s'arrêtaient en 2000... mars-avril 2016, les dernières. Mars-avril 2016, dans le rapport. avec quand même un gros corpus antérieur. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si, au fil du temps, cette référence s'impose ou non. Mais ça, ce sera une recherche à poursuivre. Moi, pour ma part, dans le mariage, je n'ai pas trouvé... Enfin, en tout cas, la charte ne servait pas de texte premier, de référence première. C'était surtout des références, comme je l'ai dit, parfois au code civil directement, de manière assez surprenante. Mais la charte, je crois, de mémoire, a été évoquée dans 2 décisions, et c'était plus pour dire... au passage, bah tiens, la charte dit pareil, quoi. Mais ça n'était pas, elle, le fondement de la décision. Alors que le Code civil n'est jamais cité, ce qui se comprend très bien d'ailleurs, dans les décisions que j'ai pu étudier sur la filiation. Et dans les intérêts civils, la charte est utilisée assez régulièrement hein, pour expliquer, mais j'en parlerai après la pause, pour expliquer à la fois la faute qui a pu être commise, à la fois le préjudice qui a pu être subi et la manière dont on va le réparer et notamment le montant de l'évaluation qui pourrait être alloué et parfois justifié au regard de la charte en fonction de la particularité du litige qui a été soumis au juge. Enfin, en tout cas, il y a ce constat-là hein, que depuis que la charte a été adoptée, qu'elle est invoquée par les juridictions, par la Cour d'appel, par le tribunal de première instance. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'études pour l'instant statistiques sur cette invocation. Avocat, j'ai entendu beaucoup ce matin que vous parliez d'avoir travaillé avec des praticiens et je me permets de regretter que les avocats, à ma connaissance, je parle sous le contrôle de mon bâtonnier qui est ici présent, n'ont pas du tout été impliqués et interrogés. Les avocats, ce sont les personnes qui relayent les desiderata, les besoins et les demandes des gens, des vrais gens, qui font partie des gens qui sont jugés et donc qui sont intéressés par la coutume parce que c'est à eux qu'on l'applique. Et donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. À titre d'exemple, alors je n'ai pas vérifié, mais je pense que vous avez parlé tout à l'heure d'une décision de 2010 sur laquelle vous n'aviez pas pu avoir de renseignements sur les demandes qui avaient été formulées. Il y avait peut-être des avocats dans ces dossiers. Et je suis absolument persuadée que si vous aviez interrogé un avocat qui était à l'origine ou qui était en défense dans cette affaire, il aurait pu vous apporter quelques précisions. Ça me permet aussi, en tant qu'avocat et praticien, de pouvoir me positionner sur le fait que la jurisprudence
rendue en matière coutumière évolue. Bien évidemment, elle évolue. Je ne pense pas qu'on puisse parler de cristallisation, même si d'une jurisprudence à l'autre, on rabâche un petit peu les principes qui ont été retrouvés ou dégagés. Bien évidemment, la jurisprudence évolue, on en veut pour preuve, et notamment ce dont vous avez très bien parlé, le problème de filiation et le problème d'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, on peut penser beaucoup de choses. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est quand même très récemment qu'on commence à le voir dans les décisions, donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui est pris en compte et qui n'était pas vraiment à une certaine époque. Alors, on peut aussi estimer que calquer l'intérêt supérieur de l'enfant seulement à son appartenance à la coutume, c'est un peu hypocrite. Mais je crois, alors je pense qu'un magistrat pourra répondre aussi, je pense que c'est un élément qui est pris en compte et qui est intégré dans la coutume, pas seulement en disant l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être dans un clan, mais l'intérêt supérieur de l'enfant est vraiment compris au cas par les coutumiers qui sont présents dans les audiences et par la jurisprudence. Voilà ce que j'avais à dire. Si je puis me permettre, à propos de cette jurisprudence qui potentiellement n'évoluerait pas, alors ce n'est que mon point de vue, je parle, mais quand on dit que peut-être ça cristallise des choses ou quoi que ce soit, je pense, alors voilà, je prends beaucoup de précautions en disant ça. J'ai discuté il y a quelques jours avec un Kanak qui me disait que pour lui, la coutume, ça évoluait tous les jours, que c'était quelque chose qui se vivait, etc., et que pratiquement c'était impossible à fixer. Je pense qu'il est évident que la jurisprudence évolue. Il n'est pas possible d'envisager une jurisprudence qui serait définitivement figée. Elle ne serait pas utile très longtemps. Néanmoins, dans l'ensemble, le travail des juges est quand même d'essayer de rendre des décisions qui ont une certaine cohérence. Et peut-être que de ce point de vue-là, en citant régulièrement, en se citant les uns les autres, ça n'empêche pas la jurisprudence et donc la coutume d'évoluer, mais peut-être que ça va avoir malgré tout ce côté moins volatile que peut avoir la coutume qui serait insaisissable, qui évoluerait tous les jours, etc. Je pense que c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le voir. Il n'est évidemment pas question de dire que les juges, une fois qu'ils disent quelque chose, n'en changeraient jamais. Ça n'irait pas très loin, je pense. Voilà. Et puis, il faut distinguer aussi les principes qui sont posés. Moi, je parlais des principes, hein, et puis l'application qu'on est faite. Donc il est évident que là, on a toutes les évolutions possibles. Ce que vous disiez sur l'intérêt supérieur de l'enfant, on a l'illustration même. Moi, je ne parlais que de la règle elle-même et des principes coutumiers que le travail judiciaire tente quand même de stabiliser, de cristalliser, comme je le disais, sur les principes, avec cette idée que l'on reprend les décisions. Mais après, la façon dont les juges vont appliquer, bien sûr, ces principes ne peut qu'évoluer pour tenir compte aussi des réalités. Bien sûr, mais sachant que le justiciable, il a besoin de sécurité juridique. Effectivement. Donc c'est vrai que le justiciable, il a besoin, quand il va voir son avocat, qu'on puisse lui dire, ben voilà, normalement, ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que nous, la plupart des avocats, on est quand même issus du monde métropolitain et on connaît le code civil, moins le droit de la coutume. Et c'est vrai que la jurisprudence, pour nous, elle est importante. Et c'est très important de pouvoir dire aux gens ce qui va leur arriver. Parce que vous pourrez constater que les justiciables ne connaissent pas la coutume la plupart du temps. Donc ils sont très inquiets de savoir pourquoi, si j'étais de droit coutumier, je serais jugé comme ça et j'aurais mon enfant que j'élève depuis toujours et j'aurais une pension alimentaire. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas de droit commun, parce que les gestes coutumiers n'ont pas été faits, on va m'enlever mon enfant, etc., etc. Donc ça, les gens, ils ont vraiment besoin de pouvoir savoir ça pour avancer. Voilà où. Alors juste en attendant que le micro passe jusqu'à Cyprien Elia, là-haut je crois. Ouais. Par rapport à l'équipe, oui effectivement il n'y a pas d'avocat en fait. Alors c'est pas un choix d'exclusion ou de non-inclusion. Hein. On pourrait dire que je regrette aussi qu'il n'y ait pas assez de juristes publicistes. Là je regrette qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'anthropologues sociologues. Il n'y en avait que 3. Je regrette qu'il n'y ait pas assez d'économistes. Il n'y en avait qu'un. Donc j'ai beaucoup de regrets. Donc ces regrets, pourquoi pas on va les compenser en faisant le tome 2 ou le tome 3 parce que déjà avec 23 contributeurs on était 25 au départ.
ça fait déjà un gros travail. Donc c'est vrai que plus on en mettait, et ça aurait fait une somme gigantesque. Mais le travail n'est pas fini de toute façon. Oui, bonjour, Raphaël Mapou. Je voulais intervenir sur deux points là. Le juge cristallise la coutume. Je pense plutôt que la critique, elle s'adresse au modèle de justice que représente la justice avec assistance coutumier, qui s'apparente plus à un modèle c'est une justice jurisprudentielle. Et c'est vrai que c'est nouveau. C'est nouveau, c'est ce qu'on peut relever. Cette justice jurisprudentielle, elle n'est pas la règle habituelle dans la justice française. Donc, j'ai envie de dire, elle évolue. C'est obligé qu'elle évolue. Alors, sur l'autre point qui a soulevé aussi des questions, sur la place de la charte dans le système. Vous avez parlé des droits fondamentaux en référence donc aux droits de l'homme. Mais dans l'esprit de la publication de la charte, c'est que les droits fondamentaux du droit autochtone, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, sont dans la charte. La charte, ce n'est pas des règles applicables. C'est des règles de référence. Parce qu'on y met là-dedans le système des valeurs et les principes fondamentaux. Alors, bien sûr que l'évolution du pays veut que les droits de l'individu, les droits de l'homme, les droits particuliers, le respect de la vie privée soient des règles fondamentales, et c'est la référence pour le juge. Mais en publiant la charte, justement, on met en valeur ce qu'on appelle les droits fondamentaux collectifs. Les Kanaks vivent en collectivité, et c'est pas l'évolution de la société veut qu'aujourd'hui on raisonne individu. Et c'est bien pour ça que le Sénat a proposé que ce soit enseigné dans les écoles les systèmes de valeurs et les principes collectifs du monde kanak qui doivent être une référence reconnue. Mais le juge, dans cette démarche-là, la justice jurisprudentielle, elle est intéressante parce qu'on ne fige pas la coutume. La charte n'a pas pour ambition de figer la coutume. Elle doit évoluer, la coutume, elle évolue. Et c'est au juge, par ses décisions, de rendre compte à la société, aux décideurs, à travers la jurisprudence, de rendre compte de la réalité, de l'évolution des citoyens, de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et pour la famille. Donc j'avais envie de réagir sur ces deux points-là. Merci. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on est bien d'accord, tous que la coutume évolue. C'est l'essence même de la coutume. La remarque que je faisais, c'est qu'à travers cette coutume jurisprudentielle qui se constitue, et à travers cette façon dont les juges s'autocitent en quelque sorte de décision en décision, il y a effectivement un danger de cristalliser cette coutume avec le risque de voir cette coutume jurisprudentielle ne plus correspondre ni à la réalité, ni effectivement à la coutume au sens général qui naît de cette réalité. Donc ce que je critiquais, ou le danger en tout cas que j'évoquais, c'était de figer quelque chose qui par essence ne peut pas l'être, ne doit pas l'être. C'est simplement cela. Cet aspect-là d'ailleurs devrait être évoqué à nouveau ce soir, je pense, avec la contribution de Pascal Demier. Je vous propose de faire la première pause ici, histoire qu'on reste sur un retard de 10 minutes uniquement, au moins jusqu'à présent. Et donc de se retrouver dans 10 minutes, il y a une pause café qui est servie en bas, dans le hall de l'amphithéâtre.